Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis, bon dimanche, merci de faire notre marché ensemble. Voilà, vous m'accompagnez ce matin sur le marché et comme tous les dimanches. Et ce matin c'est un marché bien rempli, un marché un peu particulier, c'est un marché franco-britannique, ou plutôt britannico-français, puisqu'en deuxième partie de l'émission tout à l'heure, on s'occupera de quelque chose qui m'a manqué. Je sais que je ne suis pas le seul cette année, c'est le salon de l'agriculture. Et quand on va au salon de l'agriculture en général, puisqu'il n'y en avait pas cette année, on va visiter les bestiaux. On va visiter les bestiaux et notamment les cochons. Moi j'adore les cochons, et les cochons fermiers, les cochons de race rustique, les cochons de race ancienne. J'aime bien aller leur rendre visite. Cette année j'en ai été privé. Du coup on s'intéressera à un des honneurs de la cochonaille française, on peut dire, de la salaison française, qui est le noir de Bigorre. Oui, on va faire direction sud-ouest, direction les Pyrénées. Le noir de Bigorre, appellation d'origine protégée. Voilà un beau cochon qui fait de belles charcuteries, de belles salaisons. Ça sera tout à l'heure à 10h30. Pour l'instant, on va s'occuper d'un sujet qui passionne les foules, qui passionne le monde, l'Europe, le monde et même la France. C'est en fait ce qu'on a appelé le Megxit, c'est-à-dire le Meghan exit, le fait que Harry et Meghan se soient retirés et pris des distances avec la famille royale et l'Angleterre et le Royaume-Uni. Alors vous avez été nombreux à suivre l'interview d'Oprah Winfrey avec Meghan et Harry, mais moi ce qui m'intéressait, c'est de savoir si en quittant la famille royale et l'Angleterre, ils avaient aussi quitté, je dirais, la cuisine anglaise. Oui, il y a une cuisine anglaise. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec nous pour en parler ce matin au téléphone, une grande auteure de livres de cuisine. Alors on va dire à moitié Royaume-Uni, à moitié France, parce qu'elle a choisi bien avant le Brexit de vivre ici en France. C'est Trish de Seine. Bonjour Trish. Bonjour Vincent. Merci d'être dans notre compagnie ce matin. Alors Trish, je disais, vous vivez en fait à mi-chemin entre l'Île-de-France et le Royaume-Uni, du côté du Perche. Oui. Et est-ce que vous avez choisi il y a longtemps, vous, de vivre ici? Est-ce que ça a été d'abord pour un choix culinaire, un choix gastronomique? C'est la cuisine française qui vous a attiré? Ça fait une grande partie, évidemment. J'ai toujours adoré cuisiner, bien manger. Et arriver en France, moi, c'était vraiment le paradis de tout cela. Donc, bien sûr, ça a aidé les choses. Ça a aidé, certainement. Alors, Trish, je vous ai demandé d'être avec nous ce matin pour nous expliquer un petit peu, on va dire, l'état d'esprit de la cuisine, plus que de la gastronomie. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de gastronomie en Angleterre? Autant chez nous, je dirais que c'est une part importante de notre culture. J'ai l'impression qu'en Angleterre, il y a une cuisine, certes, des produits, mais pas vraiment de gastronomie. Je ne veux offusquer personne, Vincent, mais je crois que c'est impossible, effectivement, de parler vraiment de gastronomie. La Grande-Bretagne n'a pas la même richesse, n'a pas la même histoire, n'a pas les mêmes références culturelles et n'a pas absorbé des cuisines d'autres pays et cultures comme la France l'a fait. Il n'y a pas la même histoire. On a l'impression qu'ici, on vit pour manger, alors que dans le Royaume-Uni, on mange pour vivre. Voilà. Parce que ce qui est drôle quand même, c'est que la culture culinaire britannique, comme en France, c'est quand même intimement liée à l'histoire royale et Bien à sûr. l'histoire des cours. C'est juste que c'est un peu différent, c'est que pendant que c'était Versailles, les influences de Catherine de Médicis, les rois et les reines en Angleterre, ils se mariaient plutôt avec des princes et princesses du nord de l'Europe. Oui, Donc c'était pas pareil la cuisine. C'était pas la même culture culinaire, c'est sûr. Beaucoup plus de choux, on va dire. sans tomber trop dans les clichés, mais bon. Et puis peut-être c'est dû aussi au climat, avec plus enfin je dirais un panier qui est plus limité peut-être dans le nord de l'Europe. Tout à fait. On oublie souvent en France la chance que nous avons ici avec notre géographie, tout simplement. Alors, cette cuisine royale, toutefois, elle existe. En fait, en tout cas, on s'intéresse beaucoup à ce que mange la reine, notamment, puisqu'on s'intéresse à tout ce que fait la reine. Donc, on va en parler ensemble. Mais je sais qu'avec cette interview de Meghan Markle, est ressorti en fait le Meghan bashing, qui
qui a eu lieu de la part des tabloïds anglais, et notamment sur son régime alimentaire et elle semble imposer à Harry, au prince Harry. Tout était bon à dire sur Meghan, c'est clair. Donc, et ça en grand contraste avec comment on rapportait des choses sur Kate, sur la duchesse de Cambridge. Et alors que Kate, quand elle mangeait un avocat, c'était formidable, c'était quelque chose qui était très bon pour elle, pour sa santé. Quand l'a fait Meghan, eh bien, c'était elle qui était responsable tout seule pour le changement climatique. De toute la déforestation du monde. Absolument. Pour planter des avocats. Oui, c'est Meghan. Pour autant, bon, on en sourit, hein, bien entendu, mais je pense que dans l'état d'esprit de Harry et Meghan au moment de quitter la Grande-Bretagne et de quitter la famille royale, enfin en tout cas de s'en écarter, ça joue évidemment cette culture à table. Enfin, je veux dire, ce sont des différences structurelles dans le couple qui font que ça n'a pas facilité l'intégration de Meghan à cette famille royale. Absolument. Je pense qu'elle avait, tout de même en arrivant à Kensington, bon là on a vu elle nous a raconté un petit peu comment c'était difficile, cette vie un peu cloisonnée. J'imagine tout de même que Harry, c'est quelqu'un qui a tout de même vadrouillé partout dans le monde et comme c'est un grand sportif, il a dû manger extrêmement healthy. Vous pensez une bonne partie de sa vie, peut-être pas dans son enfance. J'ai entendu mais c'est un militaire quand même, hein. C'est un militaire, donc on se dit que c'est pas non plus la gastronomie du mess des officiers qui a dû primer. Là, on ne fait que deviner, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, avec leur vie californienne, les choses sont devenues extrêmement saine et la cuisine avec. Il en a parlé d'ailleurs, Harry. Il a fait une interview récemment avec James Corden où il a raconté, ça fait mourir de rire beaucoup de Britanniques. Il paraît que le cadeau de Noël de la reine d'Angleterre pour Archie, pour leur fils. Oui, pour le petit-fils. C'était un gaufrier. Alors, déjà, cet enfant est extrêmement en avance, s'il peut manier le gaufrier. Mais bon, Meghan faisait des gaufrier, c'est assez étonnant. Des waffles. Les fameux waffles, qui sont les gaufres anglaises, oui. Et Harry expliquait comment il faisait les waffles maintenant à la maison, mais il était très peiné de dire qu'il mettait du yaourt et des baies rouges et des choses extrêmement saines dessus. Oui, parce que un des apports majeurs de la cuisine anglaise, on va dire la cuisine européenne et même du monde, c'est ce fameux breakfast, hein, le petit déjeuner qui est en fait un repas. Hein. Alors que chez nous, on est quand même très café-croissant. Selon les Anglais, par leur breakfast, ils ont aussi imposé le brunch, c'est-à-dire une sorte de repas salé dès le matin. Je pense que le brunch est tout de même plus américain avec les pancakes et tout, mais c'est vrai que les deux moments, les deux repas et les deux grandes traditions culinaires britanniques sont le petit déjeuner, le full English breakfast et le tea time, donc on va en parler tout à l'heure. Le full English. Et ça, c'est quelque chose qui existait il y a bien longtemps, depuis le XIIIe siècle, depuis que l'aristocratie et la classe haute, moyenne, upper middle class en Angleterre, aimaient bien jouir de leur terre, de la production de ces terres. Et c'était une façon de recevoir, c'était une façon de montrer ses richesses, de montrer aussi les fruits de la chasse sur ces terres. Et c'est à partir de là où vraiment le gentry a rendu ce petit déjeuner un moment important. Et par la suite, c'est Victoria, et pendant toute la règne de Victoria, c'est là où vraiment on a vu des traditions culinaires s'installer et devenir certainement beaucoup plus raffinées. C'est le cas pour le afternoon tea et le petit déjeuner aussi. Alors, on va y venir au 5 o'clock tea, hein, cette autre institution de la table anglaise. Moi, je voudrais vous poser une question sur la reine. Elle est évidemment la garante des traditions. Et je suppose qu'en matière de repas, c'est exactement la même chose. Je pense, j'ai lu qu'elle se faisait servir le thé tous les matins. C'est sa manière d'entamer la journée. Et j'imagine avec peut-être pas le full English, mais en tout cas un vrai petit déjeuner anglais. Elle prend des céréales et parfois des œufs brouillés. Le porridge, j'imagine. Non,
Non. C'est tout bêtement du Special K, du Special K. Ah, d'accord. Elle s'occupe, elle se soucie beaucoup de sa santé aussi et elle prend son thé sans sucre, sans lait et par la suite les céréales. C'est vraiment On peut dire un mot quand rituel même du porridge, hein, ce flocon d'avoine, parce que on disait traditionnellement que c'était ce qui avait nourri les armées anglaises et que c'était grâce à ça qu'elles avaient conquis le monde, le porridge. Non, c'est vrai que c'est un petit déjeuner extrêmement sain, assez équilibré. Et Bouilli de céréales, quoi. Hein. On peut faire avec toutes les céréales maintenant, et puis avec tous les laits aussi. Ce ne soit pas forcément les laits de vache, les laits animaux. Et après, eh bien, agrémenter de tout ce que l'on veut faire. Vous me parlez de porridge vegan, là, ça m'excite moins d'un coup. Là. Pardon, excuse-moi, Vincent. Triche, restez avec moi parce qu'il faut qu'on se quitte une minute et qu'on se retrouve pour continuer à faire ensemble le tour de table de ce repas anglais traditionnel, hein, puisqu'on parle de la reine. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. De retour sur notre grand marché du dimanche ici à Sud Radio avec Triche de Seine, auteur de livres de cuisine et de pâtisserie. Hein, on va en parler dans une seconde. On détaille un petit peu le menu de la reine et surtout cette culture très anglaise, très britannique de la table à travers le breakfast, le petit déjeuner et le 5 o'clock tea, le thé de l'après-midi, qui sont vraiment des marqueurs forts de la table britannique. Et qui sont aussi, je dirais, qui sont un peu clivants, en tout cas pour ce qui est des tabloïds, dans le couple entre Meghan Markle et le prince Harry. Eh bien, on va dire simplement les choses. Triche de Seine, est-ce que en quittant l'Angleterre, en quittant ce Royaume-Uni, le prince Harry a aussi abdiqué sa culture culinaire? Je pense qu'entre les deux cultures, entre une culture traditionnelle britannique avec ce petit déjeuner fait pour la plupart de bacon, de saucisses, c'est ça. De pudding, c'est riche, quoi. C'est riche. Oui, et puis c'est plein de produits animaux et c'est sûr que la culture californienne est beaucoup plus végétarienne, beaucoup plus végane et on peut parfaitement croire que Harry a adopté ce régime-là. Elle est certes, on va dire, d'essence healthy, c'est-à-dire un peu diététique, l'aspiration culinaire de Meghan, mais est-ce que pour autant elle n'est pas végane, elle ne dédaigne pas, elle est végé? Elle mange surtout sainement. Elle est végé-friendly, quoi, on peut dire. Oui, elle est très trendy, hein, c'est sûr. Mais non, elle aime bien les fish tacos, le sushi, oui, bien sûr. les acai bowls, tout ce qui est... Un peu la street food californienne aussi, quoi. Oui. Mais bon, face à ça, et on le disait, la reine d'Angleterre, qui est vraiment garante des traditions, c'est aussi les traditions à table. Alors, le thé le matin, qui lui est servi au lit, avec, vous le disiez, quelques céréales. Dans le breakfast anglais, ce qui est très marquant, c'est évidemment, alors moi je dis ça pêle-mêle, mais vous allez me reprendre, hein, c'est la présence des toasts, hein, bien sûr, c'est-à-dire du pain grillé, hein, ça c'est important, et puis bien sûr, eggs and bacon, c'est-à-dire les œufs et le bacon. Les œufs, les bacon, les saucisses. Ah oui, alors ce qu'on appelle les porkies, qui sont en fait des petites saucisses qu'on fait poêler, c'est ça? Ça dépend, parce que comme je disais, la tradition du petit déjeuner, comme ça, les régions arrivent à montrer leur tradition en faisant des saucisses. Donc on en a de partout en Grande-Bretagne. D'accord. Oui, chaque région a sa saucisse, avec ou sans herbe, plus ou moins grosse. Effectivement. Et en Écosse, on sert le full breakfast avec du haggis, par exemple, avec la panse de brebis farcie. La fameuse panse de brebis farcie. Oui, ça, c'est au petit déjeuner, c'est raide, hein, quand même. Hein. C'est pas pour dire. Toujours est-il que vous qui êtes irlandaise du Nord, au moins pour moitié, est-ce qu'il y a des spécialités là-bas, justement, qui échappent un petit
petit peu à ce breakfast-là? Oui, nous aimons charger beaucoup avec le pain. Donc, sur un full Irish breakfast, full Northern Irish breakfast, on aura le Soda bread, donc c'est un pain assez aérié. Ouais. On aura un potato farl, donc c'est fait avec des pommes de terre écrasées et de la farine. Et Comme puis, on aurait le aussi... hash brown, par exemple? Non, alors hash brown brownies sont bannis du breakfast. Ouais, d'accord. Partout. Ça, c'est pas possible. C'est très américain. Ouais. L'oignon dedans, ça ne va pas. Ouais. Non, c'est vraiment un pain. Et puis, la troisième chose, c'est un pancake comme on connaît, qui est sucré. Donc, nous, on a toujours ces trois pains-là. Et le toast à côté. Ah bah dis donc, oui, effectivement. Donc la part belle, on va dire que grosso modo, le breakfast anglais, c'est des protéines animales, et c'est du cochon, hein, il faut bien le dire, hein, c'est de la viande de porc, et de l'autre côté, beaucoup de céréales, que ce soit sous la forme du blé qui rentre dans le pain, dans les pancakes, etc., ou les flocons d'avoine pour le porridge, ou même des céréales maintenant, comme on les mange, c'est-à-dire séchées, quoi. Tout à fait. Mais il faut savoir que dans le passé, on pouvait rajouter ce que l'on voulait dans ce petit déjeuner. Et j'ai vu des exemples où il y avait des steaks de poisson, des figues, des confits de faisan, de la langue, des rognons. Oui, là on est un petit peu plus, effectivement, en haut du panier, on va dire, hein, oui, pour des choses un peu plus particulières. Mais c'est pas en tout cas le petit déjeuner populaire tel qu'on le connaît dans les foyers britanniques. Oui. Alors, il y a un autre moment très important et je voulais qu'on en parle parce que là, c'est aussi un apport incroyable puisque c'est un particularisme du Royaume-Uni, c'est le tea time, hein, le 5 o'clock tea, le afternoon tea, le thé de l'après-midi qui est devenu un repas au fur et à mesure. Tout à fait. Alors ça a démarré dans le 19e et c'est une amie de la reine Victoria, donc peut-être la première influenceuse, Vincent. La duchesse de Bedford, c'est ça? Absolument, qui a eu un petit creux au milieu de l'après-midi, qui a commencé à manger quelques biscuits et une tasse de thé. Et la reine Victoria a trouvé ça formidable et du coup c'est devenu vraiment un moment pour recevoir, un moment important en plus où les femmes faisaient le tour de toutes les maisons et pouvaient discuter ensemble. Et au fur et à mesure, cet afternoon tea... On faisait salon autour du thé, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est génial. Et d'ailleurs, c'est un peu le goûter plus, quoi, hein, puisque là vont rentrer des produits encore régionaux d'ailleurs. Moi, si je me réfère à ce que j'ai goûté, il y a ce fameux cream tea, qui est un peu un rituel en fait en Angleterre. Ça a démarré dans le Devon et dans le Cornouailles, et d'ailleurs, il se chamaille un petit peu sur les origines. Donc au sud-ouest, sud-ouest du Royaume-Uni. Tout à fait. Et donc c'est du thé et on mange soit ce qu'on appelait les splits, des Cornish splits. Donc c'était une espèce de brioche sucrée avec du beurre et des œufs dedans. Et on le splittait, c'est-à-dire on le tirait en deux, on ne coupait en aucun cas. Il fallait pas utiliser un couteau. Et ça c'est une tradition qui reste encore aujourd'hui avec le scone. Il faut pas le couper, il faut le tirer en deux. Ah ouais. On l'ouvre quoi, comme on rompt le pain et qu'on le coupe pas. Absolument, parce que sinon si on coupe, on risque de montrer que le scone est trop lourd. Donc on le défait comme ça, il doit être quelque chose de très aérien. Et donc ce cream tea a démarré dans le Cornouailles avec le Cornish split, et petit à petit, comme le scones était plus rapide et plus facile à faire, c'est devenu le cream tea avec les scones. Et alors quelle est la différence entre le Cornish, c'est-à-dire celui de Cornouailles, et le Devon cream tea? C'est uniquement dans l'ordre des strates, ce qu'on met entre confiture et crème? Les Cornish disent que les gens de Cornouailles disent que ce sont eux qui ont créé cela avec leur fameux brioche. Et ceux de Devon disent que ce sont eux qui ont popularisé ce moment. D'accord. Mais la plus grosse différence, c'est comment ils mettent la crème, ce clotted cream. On parle dans un instant. Comment mettre le clotted cream sur le scone. Alors dans le Devon, on le met en dessous. Et ils ne peuvent pas penser autrement. Ils se disent, mais enfin, cette crème très riche, elle est tellement riche que c'est presque du beurre. Oui. Et donc on met le beurre sous la confiture. Et en Cornouailles, on dit, non mais n'importe quoi. C'est une crème. On ne mettrait jamais une crème en dessous de son trèfle. On met la crème sur la confiture. Comme on ferait avec de la crème fouettée, par exemple. Oui. Sauf que le clotted cream, c'est vraiment à mi-chemin entre la crème fraîche et le beurre. Hein. C'est une crème très très épaisse. Extrêmement riche, qui a 64% de matière grasse. On peut le faire à la maison, tu sais. On prend une crème assez riche, une crème fleurette, à plus de 30% de matière grasse. On le met dans un récipient au four toute une nuit.
à 80 degrés et le lendemain, on sépare la crème, les curds qui aura remonté. Qui ont monté, on dégage tout ce qui est petit lait d'en dessous et cette crème-là, eh bien, elle est d'une soyeuse, d'une richesse. Et là, il y a une petite croûte qui est dessus, qui est un peu croustillant. C'est ça le clotted, c'est-à-dire c'est pas une crème croûtée, on pourrait dire. Tout à fait. Au début, on appelait clotted et c'est devenu clotted. Et voilà, ça se garde très bien dans le réfrigérateur. Et c'est vrai qu'à 64% de matière grasse, on peut le substituer au beurre. Et là, on vous laissera choisir entre Cornouailles et Devon. On vous laissera choisir si vous mettez le scone, la crème sur le scone et ensuite la confiture de fraises en général, hein, parce que c'est le plus courant. Ou alors, si vous mettez la crème au-dessus de la confiture, mais il faudrait qu'elle soit un peu plus légère. Ça serait mieux avec de la crème fouettée, hein, c'est sûr. Il nous reste 2-3 minutes, ma chère Trish. Je voudrais parler d'un autre sujet, parce que on parlait de ce Devon Cream Tea ou Cornwall Cream Tea, Cornish. La reine en est adepte, hein, tous les après-midi. Mais il paraît qu'elle est folle de chocolat. Et vous, c'est votre spécialité. Hein. Moi, je me souviens de votre premier livre sur le chocolat, qui a été un gros succès d'ailleurs d'édition en France. Et la reine, je ne savais pas qu'elle était passionnée par le chocolat. Il paraît qu'elle est chocoholic. Elle n'aime que le noir. Oui. Donc, tous les bars chocolatés que nous voyons, les Cadbury, etc., elle les snob. Oui, parce qu'elle a une bonne diététique quand même, la reine. Hein. À son âge, on voit qu'elle se tient bien. Hein. Oui. Et puis, c'est quand même beaucoup plus facile quand on a une cuisine et tous les courtiers qui cuisinent pour nous tous les jours. Oui, vous avez raison. Puis vraiment qui veulent vous faire plaisir. Alors, c'est quoi ces spécialités qu'elle aime, elle? Alors, elle a un gâteau qui est un gâteau qui s'appelle le Chocolate Perfection Pie. Alors, elle l'adore déjà, mais c'est aussi la tarte au chocolat qu'elle sert pour les banquets, pour toutes les autres qui viennent du monde entier. Et c'est une tarte à étage, donc avec une pâte sablée. Juste après, une espèce de crème meringuée qui est aromatisée à la cannelle. Et par la suite, une ganache assez riche de chocolat et le tout coiffé de chocolat râpé. Donc, c'est quand même un chocolat très britannique. Enfin, je dirais un gâteau très britannique, hein, dans ses goûts. Je vais l'essayer, ça ne me tente pas énormément, mais par respect, parce que vous êtes une sujette de Sa Majesté, vous allez quand même l'essayer. Sinon, nous avons quand même avec la reine quelques goûts en commun, et il paraît qu'il y a un gâteau qu'elle sert avec son afternoon tea qui s'appelle le biscuit cake. Et là, il y a beaucoup de variations en Angleterre et en Irlande, et c'est un gâteau qui ne demande pas de cuisson. On fait simplement battre du beurre avec des œufs, rajouter du sucre, on écrase des meringues et des petits gâteaux, que ce soit des petits lus, des rich tea ou des digestives. Ou des shortbreads, des sablés. Tout à fait. Et on le fait refroidir donc au réfrigérateur et on appelle le fridge cake. Et la reine, elle sert ça l'après-midi et c'est devenu, paraît-il, le gâteau préféré du prince William. Ah, carrément. Ah bah voilà. C'est forcément que les gâteaux de mamie, hein, ça marque un garçon, que ce soit William ou Harry. Hein, d'ailleurs, ça va lui manquer. Allez, un dernier mot pour vous demander, est-ce que vous imaginez la reine se relevant la nuit, allant au frigo pour taper un peu dans son biscuit cake? Non, je pense qu'elle le ferait toujours apporter par quelqu'un. Hein. Ah ouais. Hein, mais c'est pour ça que c'est emmerdant d'être roi ou reine. Hein, à un moment donné, c'est qu'on peut pas aller soi-même avec les pantoufles au milieu de la nuit, aller regarder dans le frigo ce qui reste. Horrible. C'est pour ça que je le ferai jamais. Voilà, c'est ça. C'est une décision de votre part, c'est ça? Merci beaucoup, Trish, de nous avoir dépeint un petit peu cette royauté britannique à table. Et on se doute que voilà, le régime californien, si healthy, comme on dit, diététique soit-il, il y a quand même des choses qui vont manquer au prince Harry. Hein, surtout avec la cuisine. Je ne sais pas ce que vaut Meghan en cuisine. En tout cas, je voudrais lui signaler simplement qu'il sera tranquille le temps qu'elle accouchera et qu'elle sera en clinique. Parce que là, il va pouvoir retaper un petit peu dans ses breakfasts bien anglais, dans ses porkies, dans son bacon, sans avoir l'œil de sa femme sur lui. Merci Trish, restez avec nous si vous pouvez écouter ce qui va suivre, parce qu'il y a quelque chose que les Français et les Anglais ont en commun, l'amour du cochon, hein, on en a parlé tout à l'heure. Et là, on va partir direction les Pyrénées, découvrir un des plus beaux cochons français, le noir de Bigorre. Allez, à tout de suite.
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on continue le marché ensemble sur Sud Radio et on va s'occuper un petit peu de cochons. Alors, on en a parlé un petit peu avec Triche de Seine il y a quelques minutes, puisque les Anglais et les Français partagent cette passion pour la viande de porc quand elle est de qualité. Et là, on va être vraiment dans le haut du panier, puisque je voudrais vous parler d'un cochon pyrénéen, le noir de Bigorre, qui bénéficie d'une AOP, d'ailleurs, une appellation d'origine protégée sur certains de ses produits. Et pour en parler avec moi ce matin, je suis avec Sophie. Sophie qui est avec moi, Sophie Desfils, qui est à la fois éleveuse de porc noir de Bigorre, et aussi la vice-présidente du consortium du porc noir de Bigorre. Bonjour Sophie. Bonjour Vincent. Sophie, vous nous parlez de chez vous, là-bas, dans les Hautes-Pyrénées, du côté de Puy-d'Arieux, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Je suis éleveuse de porc noir de Bigorre depuis 2004 avec mon mari sur la ferme familiale. Voilà, Puy-d'Arieux. Génial. Alors, pour situer, moi j'aime bien que les gens se rendent compte un petit peu d'où on se trouve géographiquement. Vous êtes pas très loin de la frontière du Gers, quoi. C'est-à-dire vraiment dans la plaine du département, là. Et vous avez en ligne de mire les Pyrénées et sous les yeux vos cochons dans les champs. Oui, exactement. Les Pyrénées en fond avec les cochons et le Gers juste à proximité. Le Gers à côté. Enfin, on voit bien où on est comme ça. Alors, chère Sophie, je vous ai passé ce coup de fil parce que, je le disais aux auditeurs tout à l'heure, moi, ça m'a manqué cette année, le Salon de l'Agriculture. Je ne suis pas le seul, bien entendu. Et notamment cette visite qu'on a l'habitude de faire au bétail et aux bêtes de ferme, et notamment les cochons, parce qu'il y a toujours on va dire un espace réservé aux porcs de race rustique notamment. Alors, quand on parle de race rustique, ça veut dire qu'on parle de cochons qui sont faits, élevés et après transformés de façon artisanale, le plus souvent. Ce cochon de Bigorre, pour en parler avec vous, il a bien failli disparaître. Oui, tout à fait, Vincent. Ce porc, aujourd'hui, c'est une race rustique et locale sur notre territoire. Dans les années 80, pour vous donner un exemple, il ne restait plus que 30 truies et 2 verras, 2 mâles. Non, mais c'est pas possible. Tout à fait. Il n'y avait plus que 2 mâles, mais dans le monde entier, on est d'accord. 30 truies et 2 mâles, voilà, genre, il n'y avait plus que ça. Dans le Piémont pyrénéen, au niveau du berceau de la race. Oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et alors, qui, tout d'un coup, s'est emparé du dossier? Qui a décidé de sauver le porc noir de Bigorre? Oui, ça a été d'un commun accord avec quelques éleveurs. Voilà, il restait une vingtaine d'éleveurs avec des techniciens locaux qui s'occupaient du porc. On décidé de sauver cette espèce parce que c'est une espèce locale oui, bien sûr. Voilà. Il faut rappeler qu'à l'époque, évidemment, on voulait imposer le porc blanc, qui est un porc qui se prête à un élevage intensif partout en France, quoi. Et heureusement qu'il y a des éleveurs qui se sont battus. C'est ça, c'est-à-dire que ce porc-là, il avait été également abandonné parce que c'était un porc à croissance lente, très gras, et qui correspondait plus à cette époque-là au standard qu'on recherchait dans la viande, quoi. On recherchait plus ce type de porc, donc il avait été abandonné, voilà, tout doucement. Alors c'est encore pas la majorité des porcs que l'on trouve dans notre distribution, et notamment la grande distribution, parce que moi je me plains toujours que les porcs sont trop maigres, qu'ils sont pas couverts comme on dit, quand on voit un beau carré de porc, il y a plus cette couche de lard sur le dessus dans les porcs blancs. Mais oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est les avantages qu'a notre porc. Aujourd'hui, le noir de Bigorre a ce gras, et c'est ce gras qui va lui donner le goût. C'est vrai que c'est dommage qu'on ait perdu ça, mais c'était au fil des temps, et c'était par rapport aussi à des standards alimentaires. Bien sûr. Voilà. Et l'impression des gens de payer le gras au prix de la viande, ce qui est pour faire simple. Et après aussi, cette appréhension de manger du gras aussi, alors que tout compte fait, le gras est bon. Il y a des le bons gras, c'est la vie, Le gras, c'est la vie. On le répétera. Oui, si on fait attention quand même. Alors, Sophie Desfils, aujourd'hui, la race, on peut estimer qu'elle est sauvée. Alors oui, depuis les années 80 quand même, il y a eu un grand programme de sauvegarde de race. Aujourd'hui, on peut estimer qu'elle est sauvée, mais malgré tout, il faut quand même rester vigilant parce qu'on a essayé de garder génétiquement une variabilité importante. Il faut quand même rester vigilant. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a à peu près sur le territoire 1000 truies. Alors qu'au départ, on était parti avec 30 truies. Oui. C'est correct. C'est comme vous dites. Voilà, et vous, une exploitation comme la vôtre, vous produisez combien de cochons de charcuterie chaque année ?
Chaque année, en Ce qu'on appelle les moyenne, dans porcs les charcutiers, quoi. les C'est-à-dire. porcs charcutiers, j'en produis à peu près 300. Voilà. D'accord, d'accord. Et Voilà. au total, sur l'appellation, combien ça représente pour qu'on 9 voit à peu 000. près? On Hein? avait 9 000 Ah, porcs 9 000! charcutiers. Tout à fait. Oui. Alors, c'est Donc, beaucoup et à la pas fois, énorme. c'est très peu, hein, comparé aux Oui. millions de porcs bretons, par exemple, qui sont abattus chaque année. Oui, tout à fait. C'est pas, on n'est que 60 éleveurs, hein, donc c'est un collectif d'éleveurs, bien sûr. Oui, oui. Et 9 000 sur 60 éleveurs, c'est pas non plus énorme, quoi. Mais c'est aussi ce qu'on peut produire, ce que le territoire peut produire. Voilà. Parce qu'on ne peut D'accord. pas produire au-delà de la capacité du territoire. Alors, ce qui met un coup de projecteur fantastique sur votre travail et sur ce porc noir de Bigorre, c'est évidemment l'appellation d'origine protégée, hein. Je le rappelle, l'AOP, qui est en fait le pendant européen de l'AOC, quoi, l'appellation Tout à d'origine fait. contrôlée. Voilà. Ça a dû être un coup de projecteur, mais ça a dû être compliqué, un vrai chemin de croix, hein, pour obtenir l'AOC et l'AOP. Oui, tout à fait. Alors, une AOP, ça ne s'obtient pas du jour au lendemain. C'est vrai que c'est un grand travail. C'était un travail très long, hein. Ouais. On a réussi à l'obtenir. Alors, pour vous donner quelques dates phares, dans les années 80, on a commencé la sauvegarde et Ouais. on a obtenu l'AOP en 2017. Ah oui. 2015, l'AOC, 2017, l'AOP. Donc, ça a été un gros travail, mais voilà, qui nous a permis d'avancer. Et aujourd'hui, nous avons 2 AOP sur notre territoire. L'AOP viande de Port-Nord de Bigorre. C'est-à-dire et la l'AOP viande fraîche, jambon. la viande fraîche. Exactement, la carcasse, voilà. Oui, oui. Et ensuite, le jambon, Port-Nord de Bigorre. Voilà, on a la D'accord. chance d'avoir 2 AOP. Ah Voilà. bah oui, non, mais c'est important parce que ça met un coup de projecteur évidemment énorme, hein, sur Tout à fait. sur votre travail. Et un coup de projecteur, et c'est aussi une reconnaissance du travail, parce que une AOP, ça reconnaît, bon, bien sûr, ça prend en compte une race pure, un territoire, un écosystème, et après le travail, le savoir-faire de femmes et d'hommes Ah dans bah, le territoire. L'AOP, c'est l'alchimie de tout ça, et ça, c'est Bien important. sûr. C'est une vraie reconnaissance. Alors Voilà. justement, vous parlez de territoire. Racontez-nous un petit peu, c'est quoi la vie d'un porc noir de Bigorre? Parce que j'imagine qu'il a des conditions de vie qui sont plutôt agréables. Oui, voilà, on peut dire ça. C'est un élevage extensif en plein air. Ouais, Voilà. ouais. Donc, Et en plein air. Et en plein air, voilà, ça c'est important. Et dans notre AOP, on a des exigences pour arriver à la qualité gustative de nos porcs. Donc on a des parcours. Le porc est dehors dans des parcours qui sont agréés, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire un parcours? Ça veut dire alors, en fait un espace en plein air? C'est ça, c'est un champ, si vous voulez, c'est un Non, parce champ. que parcours, ça donne entouré. l'idée qu'il se déplace. C'est le cas? Tout à fait, on a un porc marcheur, on a un porc qui a Ah. besoin de bouger. Voilà, c'est un Ah. porc qui marche. Donc du coup, le parcours, il doit être aménagé de façon à ce que le porc puisse marcher et puisse aller glaner aussi des éléments dans le parcours. Donc il y a de l'herbe, automatiquement il faut qu'il y ait de l'herbe. Ça mange de l'herbe, les cochons, un petit peu? Tout à fait. Ouais. C'est pas un herbivore, mais l'herbe est très importante dans l'alimentation du cochon. Il en a besoin pour son équilibre. Et après, l'herbe amène énormément de choses dans la qualité après gustative du cochon. Est-ce que un peu comme les sangliers ou je pense aux cochons semi-sauvages en liberté en Corse par exemple, est-ce que le cochon, le porc noir de Bigorre, il est fouisseur? Est-ce qu'il va fouiller un petit peu dans la terre avec son groin pour Oui, trouver bien sûr. des aliments? Oui, bien sûr, il va fouiller également, oui, tout à fait. Il va gagner un peu tout ce qu'il trouve, hein, donc l'herbe, ouais. des petites baies qui tombent des arbres, parce qu'on est obligé d'avoir aussi des haies dans nos parcours, ou alors des sous-bois, ça c'est important aussi. Pour que Comme ça des soit petits un peu bosquets, quoi, en fait. C'est ça, soit des petits bosquets, soit des haies, après ça dépend des configurations de chez chacun. Ça fait partie, excusez-moi, mais ça fait partie du cahier des charges. C'est-à-dire que vous êtes obligé pour l'AOP d'avoir des haies, de planter des haies. Exactement. Des haies et des haies champêtres aussi, des haies adaptées à notre territoire, des haies qui poussent spontanément sur notre territoire, voilà, avec des essences adaptées. Ah ouais. Et ça permet aux cochons aussi d'aller glaner soit des pommes sauvages, des nefles, des prunelles ou je sais pas quoi. Prunelles, oui, ou effectivement. aussi des glands, parce qu'il peut y avoir aussi des chênes dans Bien nos sûr, haies ou dans les bien sûr. sous-bois. Donc voilà, et manger également de l'herbe et tout ça le fait marcher. Donc ça lui permet au porc de marcher dans le parcours et donc de bouger. Et c'est ça aussi qui fait la qualité de son gras, de sa viande. D'accord. C'est tout ce mélange. Voilà. Le porc noir de Bigorre, c'est sur une aire d'appellation autour des Hautes-Pyrénées, j'imagine. Ah oui. Alors l'aire d'appellation, elle est très précise. C'est la Bigorre, donc le département des Hautes-Pyrénées. Ouais. Après, vous avez une partie du département du Gers qui correspond à peu près à la Starac, voilà. Ouais. Et une partie du département de la Haute-Garonne qui est le Comminges. Voilà, D'accord. pour situer un petit peu. D'accord. Voilà. Oui, non, mais pour voir un petit peu, parce que au fond, si on s'intéresse à l'origine, à la génétique de ce porc noir de Bigorre, dans l'appellation, il est de Bigorre, mais génétiquement, c'est un porc noir gascon.
Oui, la race pure Oui, c'est ça. et porc gascon. Voilà. Porc gascon. C'est ça. Porc Voilà. gascon, donc cousin du porc ibérique. Oui, tout à fait. Ils ont, oui, voilà, on peut dire cousins éloignés, hein, parce qu'avec le temps, voilà, c'est devenu une race à part entière. Mais Bien en sûr, effet, bien sûr. c'est une lignée, c'est un type Mais ibérique. la souche, elle est la même, quoi, Tout à on fait. peut dire, Ouais. Oui. globalement. Et c'est ce qui fait que c'est un cochon qui va, par exemple, être, dont le gras est riche en oméga 3, oméga 6, c'est-à-dire des acides, on va dire, monoinsaturés. C'est ça. Il y a des acides Du bon gras, si on peut dire. Du bon gras, voilà. C'est le bon gras, voilà. Il faut pas s'en priver du gras, il faut pas non plus en abuser, mais il faut le bon gras. Et c'est vrai que il y a des acides monoinsaturés, il y a aussi quelques acides gras polyinsaturés en moindre Oui, bien sûr, quantité. bien sûr. Et après, des antioxydants qui sont amenés par l'herbe notamment, la Ouais, vitamine E, ouais. voilà, et de l'acide oléique, l'acide, si vous voulez, qui vient de comme l'huile d'olive, quoi, C'est ça. la meilleure Et qui la ne meilleure fige huile, pas, voilà. qui fige à basse température, quoi. Voilà, en Voilà, fait. tout à fait. Alors, Sophie, un petit mot encore. Vous me disiez croissance lente entre la naissance et le départ pour l'abattage de ces porcs charcutiers. Il s'écoule combien de temps? En moyenne, il s'écoule entre... Le cahier de charge, c'est 12 mois, mais en moyenne, on est plutôt à 14 mois de vie. 12, donc Voilà. plus d'un an. Plus d'un Est-ce an. qu'on peut rapporter ça à ce que serait un cochon de batterie élevé en stabulation, voilà, un cochon un peu industriel? Combien il faut de temps pour un porc charcutier? Bah, je pense que suivant les types d'élevage, ça peut être 6 ou 8 mois. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, Voilà. autour de 6 mois. Voilà. C'est-à-dire que évidemment, la logique économique n'est pas du tout la même. Ah, tout à fait. Et c'est ce qui explique aussi, en partie, le prix supérieur. Hein, mais il faut savoir ce qu'on mange, là. Exactement. Bon, déjà, c'est une production confidentielle et d'excellence. Ouais, ouais. Ensuite, il y a son alimentation. On a aussi des exigences au niveau de l'alimentation. Les céréales, par exemple, qu'on donne à nos cochons, parce qu'ils mangent que des céréales à paille, sont produites sur notre zone. Ah oui, vous faites de la polyculture pour nourrir vos cochons, en fait. Exactement. On essaye aussi d'être autonome dans la production alimentaire de nos cochons. Ouais. Si on n'arrive pas nous-mêmes à produire sur nos fermes, on y arrive quand même avec le territoire. Donc, c'est vraiment produit localement. Et ensuite, il y a cette croissance qui est lente, quoi. Le cochon, il faut 14 mois pour arriver à cette maturité, à cette excellence. Donc, c'est vrai que ça peut justifier la différence de prix. Et il y a également les parcours. C'est sur des parcours enherbés. Ils ont besoin de beaucoup d'espace. Voilà. Bon, écoutez, merci d'avoir été avec nous en ce dimanche matin. Moi, ça m'a déjà donné faim. Savoir que, évidemment, l'AOP sur le jambon de Noir de Bigorre, elle porte un petit peu la lumière sur le produit. Mais on trouve aussi de la viande fraîche, de la carcasse, comme on dit. C'est-à-dire des morceaux chez votre charcutier, boucher charcutier. Bon, c'est un peu rare quand même. Comme vous le disiez, c'est assez confidentiel. Mais moi, je vais traquer pour savoir où ça se passe. Et merci d'avoir été avec nous pour nous parler du cochon, de ce porc noir de Bigorre, et on va rester avec un transformateur, un salaisonnier, justement pour parler des produits issus de cette production. Bonne journée à vous, bon dimanche. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, de retour sur le marché en ce beau dimanche et dans le panier du cochon. Mais attention, le top du cochon, puisqu'on parlait à l'instant avec Sophie Desfils, éleveuse et vice-présidente du consortium du Noir de Bigorre, de son beau cochon d'appellation d'origine protégée. Alors, c'est bien d'en parler de ce cochon, mais il faut savoir comment on le consomme. Le plus souvent, c'est quand même en salaison, puisque le jambon Noir de Bigorre, le jambon a bénéficié aussi de cette appellation d'origine protégée. Et je voulais parler avec quelqu'un qui connaît le boulot, comme on dit. C'est Sylvain, qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour. Merci d'avoir pris un petit moment ce dimanche matin pour être avec nous et parler de ce porc noir de Bigorre, mais du point de vue de la transformation. Alors vous êtes installé, d'abord vous êtes un jeune salaisonnier. On dit charcutier, salaisonnier, les deux. Ou salaisonnier. Enfin, nous, on est vraiment spécialisé dans le produit de salaison. On est salaisonnier, quoi. Il faut faire la différence, parce que le charcutier, il va faire des cuissons, des préparations, alors que le salaisonnier, c'est vraiment de la viande qui va être mise au sel et séchée. C'est-à-dire, évidemment, le jambon, mais aussi les saucissons, le lonzo, je ne sais pas, la ventrèche, enfin, tous ces produits-là. Ouais. Exactement. Donc nous, on a un petit atelier au Piémont-Pyrénéen. On est entre Pau et Lourdes, où on est capable de transformer la totalité du cochon en sec. C'est-à-dire qu'on fait du jambon sec, de la copa, du lonzo, des filements séchés, des ventrèches plates, des ventrèches roulées, et aussi toutes les épaules qu'on dénerve et on fait
du saucisson et des rosettes. Mais alors, vous êtes un peu un traître au Béarn, vous, parce que vous êtes côté 64, juste à la frontière des Hautes-Pyrénées. Vous êtes vraiment à mi-chemin entre Béarn et Bigorre. Alors non, on n'est pas un traître au Béarn. Bon, déjà, on est à la frontière des deux. Et bon, Ouais, moi, c'est je vrai, suis c'est vraiment vrai. à la frontière aussi entre les deux, puisque mon père est de la Bigorre avec ses spécialités Ah, bah vraiment voilà. bigourdanes, et ma mère du Béarn, où on a nous aussi nos spécialités charcutières du Béarn avec. Ouais. Mais c'est vrai que ça s'entrecroise à cet endroit-là. Donc, Voilà. dites-moi, Sylvain, je disais, bon, jeune salaisonnier, plusieurs générations avant vous, j'imagine, à avoir fait ce travail. Exactement, oui. Moi, je suis la 5e génération Ah ouais. de salaisonniers. Ah ouais. Et du coup, vous transmettez des secrets de famille. Il y a un savoir-faire qui est inhérent à votre famille. Vous avez le sentiment de ça? Oui, il y a clairement un savoir-faire, une transmission. Bon, déjà, c'est un Ouais. métier qui, mais ça peut pas s'apprendre à 1 an ou à l'école, où il y a pas d'école pour faire de salaison, ou très très peu. Et c'est vraiment en le faisant, et c'est avec le temps qu'on apprend toutes les subtilités du métier. Il y a une vraie, ouais. il y a réellement une vraie transmission. Donc sur les recettes, nous on a gardé traditionnellement les mêmes recettes. Après, on s'adapte vraiment au goût d'aujourd'hui sur l'ensemble de nos salaisons. Aujourd'hui, on mange moins de sel, donc nous on a fait un vrai effort de diminution de sel Ah oui, d'accord. dans l'ensemble de nos produits. Et ce qui nous implique à faire des produits du coup beaucoup plus vieux, un affinage beaucoup plus long pour. D'accord. Sylvain, d'ailleurs, quand on pense que ce soit le sel ou le séchage, qui sont les deux parties de la salaison, tout ça, ça a pour but de faire sortir l'eau pour conserver le produit, en fait. Exactement. Donc nous, on sale nos produits au sel sec du Salis de Salis de Béarn. Ah bah voilà, vous voyez que vous faites du port noir de Bigorre, mais il y a quand même le côté béarnais dans le produit. Ah oui. Voilà, c'est un sel de source qui est blanc, qui est pur et qui a une très grosse irrégularité. Et c'est cette irrégularité qui est bonne pour la salaison, parce qu'il y a du sel très fin, du sel moyen, du sel gros. Ouais. Et ça permet au produit, sur les 10 à 15 jours de salage du jambon, de se saler tout doucement, quoi. Eh oui, parce que du coup, les gros grains, ils vont fondre plus lentement et donc être dans la durée, en quelque sorte. Exactement. Voilà. Et ensuite, alors, il y a autre chose qui est très important et je suis content d'en parler avec vous. Vous êtes, quand on dit piémont pyrénéen, c'est qu'on imagine déjà une petite altitude du côté de vos séchoirs. C'est important pour l'aérologie, parce que sécher, ça veut dire qu'il faut avoir des vents favorables. Il faut avoir des vents favorables. Alors, nous, on est vraiment sur le Piémont, on est à 350 mètres d'altitude, on est au pied des Pyrénées, et cette altitude, elle est importante pour nous, oui, parce que déjà, il nous apporte une humidité, mais aussi une hygrométrie assez basse. Et c'est ça qui nous permet de faire sécher nos produits. Sur le jambon noir de Bigorre, on est sur 24 mois de séchage, entre 24 et 30 mois de séchage et d'affinage. Et il y a plus d'1 an et demi d'affinage en air libre. Et plus le jambon est gros, plus il faut que ça sèche, j'imagine. Longtemps. Voilà, après, c'est vraiment un produit artisanal autant que par l'élevage que par la salaison. Et du coup, les jambons sont tous un peu uniques. Et donc, il y en a qui en 24 ou 26 mois seront parfaits à être dégustés. Il y en a qui on devra pousser jusqu'à 30 ou 36 mois. Ah oui. Ça dépendra des jambons. Notamment des jambons de coche, c'est-à-dire de femelles qui ont mis bas. Et ça, ces jambons de coche, c'est des grosses pièces. J'imagine que c'est des séchages longs. Oui, pareil, on est comme le port noir, on est entre 24 et 30 mois d'affinage sur ce type de produit. D'accord. Alors, on parle souvent dans le piémont pyrénéen d'un effet de föhn. C'est le vent chaud, en fait, qui va sécher vos jambons? Exactement, sur tout le mois de septembre, octobre, on a ce vent chaud qui vient d'Espagne, qui monte jusqu'en haut des Pyrénées. Qui passe les Pyrénées, ouais. Il passe les Pyrénées, quand il passe la crête des montagnes, il refroidit, donc il est plus lourd, il redescend le long des montagnes, et c'est en descendant où il se passe un frottement, et il arrive chez nous à 30-35 degrés, c'est un air chaud très sec, qui permet de... Ouais, c'est beau ce que vous dites, parce que là, on comprend que le vent, l'air, c'est un fluide, quoi. Quand vous dites il descend le long c'est comme une avalanche de vent qui descend les pentes des Pyrénées.
Exactement, en forme de tourbillon, et on ressent cet air chaud c'est l'été indien de la Bigorre, quoi. Et du coup, il y a une saisonnalité pour le jambon, ne serait-ce que pour les cochons, hein, parce que Sophie nous disait, bon, globalement, c'est toute l'année. Mais vous avez une saison préférée pour faire du jambon? On a une saison préférée. Oui, en tant que salaisonnier, nous on aime les jambons gras. Plus le jambon il est gras, et c'est vraiment un bon atout du jambon noir de Bigorre, parce que D'accord. plus il est gras, plus on pourra l'affiner longtemps, et plus la viande sera de qualité. Donc bien sûr, l'hiver, les cochons sont toujours un peu plus Ah bah couverts, ouais. et on arrive à avoir des cochons plus gras et qui nous permettent de faire des jambons de meilleure qualité et plus vieux. En tout cas, en début d'hiver, hein, parce qu'il faut faire simple, hein, comme nous, hein, ils stockent pendant l'automne, ils vont se nourrir de fruits, de grains et des céréales qu'on leur donne. Et puis, pendant l'hiver, ils vivent sur leurs réserves, hein, quand il y a moins à manger. C'est ça. Donc, Surtout que c'est des cochons élevés en plein air. ouais, c'est ça. Bon, génial. Qu'est-ce que c'est la particularité gustative de ce jambon? C'est justement cette présence du gras, un peu comme pour le porc ibérique? Oui, c'est cette présence du gras, mais c'est aussi ce muscle, ces viandes. Déjà, ces cochons sont plus âgés que ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Et puis Sophie nous disait, c'est des marcheurs en plus, donc j'imagine qu'ils se font les cuisses, quoi. Exactement, ils sont les cuisses, le fait du plein air, il y a beaucoup d'oxygène dans le muscle, donc on a des muscles qui sont très rouges, très foncés, très typés. Ouais. Et nous, on a choisi de les affiner assez longtemps et de faire un produit assez sec. Du coup, il y a la viande qui est très typée et qui se confie dans le gras, et donc il faut par contre bien respecter la proportion sur la tranche de 2 tiers de viande, 1 tiers de gras pour que ce maigre puissant vienne se déguster avec le gras fondant, quoi. Ouais. Alors, vous faites pas seulement ça, hein, comme on le disait, vous traitez tous les morceaux en salaison, et vous faites notamment un saucisson avec un hachage que je connais bien, hein, que j'aime beaucoup, qui est très équilibré. C'est combien de pourcents de gras dans le saucisson, grosso modo? On est sur 20-25% de gras sur le saucisson. Après, il faut savoir que le gras de porc noir, c'est un gras monoinsaturé c'est un gras comme l'huile d'olive. On l'a dit tout à l'heure, hein, beaucoup d'oméga 3, d'oméga 6. Et il est important pour son fondant et sa texture, et ça nous permet aussi de l'affiner entre 6 et 8 semaines, et de faire un saucisson un peu vieux et qui a du goût d'autrefois, quoi. Ah, moi, j'aime pas qu'il soit trop frais, le saucisson, hein. J'aime bien qu'il se tienne un peu comme une bonne salaison, d'ailleurs. Et puis, alors, il y a un truc exceptionnel. Je voulais qu'on en parle avant de se quitter, parce que ça va me hanter pendant tout mon dimanche, là, aujourd'hui, quand je vais faire la cuisine. Vous faites un truc dingue qui s'appellerait guanciale, si on était en Italie. C'est en fait la joue de cochon séché, une salaison de joue de cochon. C'est ça. Ah là 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 là. C'est une des plus vieilles salaisons au monde. On fait ça du sel, du poivre et du l'ail, tout simplement, et on affine ça entre 6 et 8 mois. Comment vous appelez ça, vous, chez vous? Du goula. La goula ou le goula, c'est-à-dire, en fait, c'est la basse joue du cochon. C'est avec ça qu'on fait notamment la carbonara, hein, et pas avec de la poitrine. C'est pas de la... Voilà. Et ça, c'est merveilleux avec les œufs, ça. Exactement. Le gras de la joue fond comme du beurre et comme la crème de la carbonara. C'est horrible ce que vous me faites, là. C'est moche ce que vous faites, là, hein, juste avant de se quitter. Moi qui n'ai pas de noir de Bigorre dans le réfrigérateur aujourd'hui, ça donne envie de commander. En tout cas, merci et bravo pour votre travail artisanal, hein, votre production, votre salaison artisanale, là-bas aux frontières de la Bigorre et du Béarn. Ça parle à tous ceux qui nous écoutent ce matin, hein, sur Sud Radio, bien entendu, et ça leur donne faim. Je peux vous dire qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller cuisiner le déjeuner. Bonne journée à vous, cher Sylvain. Merci. Mes amis, Maxime Sénat, mon réalisateur, et moi-même, il est bien affamé, Maxime, je le vois là, entendre parler du cochon de Bigorre. On vous remercie d'être venu faire votre marché comme tous les dimanches sur Sud Radio, et merci de nous faire des retours sur les réseaux et médias sociaux. Ça fait très plaisir, hein, de vous lire. Ne vous inquiétez pas trop. Pour le prince Harry, dont on parlait en première partie, je suis certain qu'il se fera très bien au régime plus
diététique et healthy de sa femme. Et quand elle accouchera, il pourra se refaire les œufs au bacon le matin, discretos. Pour le noir de Bigorre, dont on parlait à l'instant, j'en salive encore, l'honneur du cochon français avec quelques autres. Je vous invite à lire les étiquettes et chercher les produits artisanaux. Vous le savez pourtant. Allez, bon dimanche à tous à l'écoute de nos programmes. Je vous laisse avec Jacques Plessis, Les Clés d'une vie, puis Nathalie Schrein-Guirma pour Sud Radio, C'est ça la France. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je ferai le marché pour vous, comme d'habitude. J'adore ça.